We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win. Alors, bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec en différé lundi, le 15 juin 2026. On voulait attendre les résultats de l'annonce de cette entente sur la fin des hostilités dans la région du Moyen-Orient, des Trois d'Ormuz, etc. Et c'est tombé, je pense, 15 minutes ou une demi-heure juste avant le Web Journal. Donc, on s'excuse pour avoir déplacé le Web Journal, mais je pense que c'était mieux comme ça plutôt que de faire quelque chose de partiel. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. Évidemment, ça va être un peu comme un petit tour de piste, puisqu'on avait expliqué exactement ce qui allait se passer, que tout le monde allait sortir de ça gagnant-gagnant. Et il y a la question aussi du timing qui est absolument... Oui, donnez-moi un truc sur le son. Son image. Sound levels. La question du timing aussi qui est absolument incroyable. Il fait coïncider ça avec son anniversaire de naissance, son 80e anniversaire de naissance, dimanche, là, hier. 86, c'était le 14 juin. C'est l'anniversaire de naissance de Donald Trump. Le jour du drapeau, il est né le jour du drapeau. Il fait l'annonce avec l'entente signée avec l'Iran. Ben, elle n'est pas encore signée, elle va être signée le 19, vendredi, mais les deux se sont entendus, puis c'est correct, ils vont signer, ils vont continuer après ça sur les détails, là, combien de personnes vont venir en Iran pour aller chercher l'uranium enrichi, à quelle base ils vont atterrir, tu sais, des petits détails comme ça, mais sur l'essentiel, c'est réglé. En fait, je pense que, vous connaissez ma position, je pense que c'était réglé avant même de commencer, parce que pensez-y, là. La semaine dernière, il y avait encore des petits tirs, là, genre tout, tu sais, entre l'Iran et les États-Unis. Et là, l'Iran a voulu étirer la sauce jusqu'à temps qu'il puisse annoncer ça le jour de sa fête. Hein, le jour du drapeau, et ça coïncide avec le truc de UFC, United Fighting Championship, de son ami Dana White. Et donc, c'est ce que j'appelle dans le titre du Web Journal l'ars politica. Hein? C'est la façon de mélanger l'art et la politique, c'est-à-dire que la politique devient un art. Et on voit souvent ça avec Donald Trump. J'ai utilisé des noms comme le magicien dans certains web journaux, etc. Je sais que les gens n'aiment pas vraiment l'hyperbole, mais ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte il a fait en sorte que tous ces événements-là coïncident le même jour pour avoir un gigantesque punch médiatique et tourner la page sur les hostilités, le coût du pétrole, etc. Et on en a pour au moins tout l'été. Fumée blanche, c'est ça. Il annonçait dans un tweet ici, donc la semaine prochaine, le 24 juin, marquera le coup d'envoi de nos festivités estivales célébrant le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Donc, ils en ont pour tout l'été, là. Et c'est du patriotisme comme on n'en a jamais vu depuis peut-être la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être ça, là. Ça va être ça. On n'est plus habitué à ce niveau de patriotisme-là dans les pays occidentaux parce que ça fait 50 ans que les mondialistes minent la fierté nationale, mènent des opérations de démoralisation du peuple. Et c'est pour ça que ce qu'on rencontre beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui doutent, des gens qui sont amers, déçus. Je ne veux pas utiliser de qualificatifs trop méchants, là, mais ils ne croient plus à rien, ils ne veulent pas y croire et ça ne sert à rien. Et puis on est fichu, tu sais, genre... c'est comme Hicks dans Aliens, là. We just got our ass kicked. Et donc, il est en train de renverser tout ça. Et donc, c'est ça. Ça ne peut pas, comme je disais, ça ne peut pas être une coïncidence que l'Iran finalement accepte hier la fin des hostilités, etc. Donc, c'était prévu à l'avance. Et en fait, la position de Radio-Québec, c'est que c'était prévu même avant de commencer.
C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, au début, fin février, début mars, les web journaux que j'ai faits, c'est-à-dire que l'Iran n'a essentiellement pas appliqué, il s'est fait détruire a accepté de se faire détruire toute sa marine sans embêter un seul bateau américain, alors que dans n'importe quel conflit, on répond de façon symétrique, là. C'est-à-dire, tu me coules un bateau, je te coule un bateau, tu me coules un bateau, je te coule un bateau, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe en Ukraine, c'est comme ça que ça se passe de tous les conflits depuis toujours. Et c'est pas vrai, les gens disent, non, l'Iran n'a pas appliqué parce qu'il ne voulait pas prendre une bombe nucléaire sur la gueule. Personne n'aurait fait ça, là. Il n'aurait pas lancé une bombe nucléaire avant les midterms. C'est complètement ridicule. Tu regardes des gens qui n'ont aucun concept stratégique. Au contraire, tu sais que le président américain va perdre la face. S'il perd un bateau, il va perdre la face, perdre les midterms. Il ne peut pas se permettre ça. Et donc, il l'aurait fait. Mais donc, c'était convenu d'avance. C'est ce que j'ai expliqué depuis longtemps. Et le timing, donc les opérations elles-mêmes, l'ampleur, je ne sais pas ce que je l'ai écrit, là, je pense que je l'ai écrit dans la section sur l'Iran. Le début, l'ampleur et la fin des opérations étaient fort probablement déterminés d'avance entre l'administration Trump et l'Iran. Et ça a toujours... Les midterms n'ont jamais été embêtés. Là, les gens partent. Trump, la quantité de personnes qui nous ont assuré que Trump venait de perdre les midterms. Et là, vous allez voir avec le UFC comment ce garçon-là est capable de changer la donne complètement en l'espace. Premièrement, c'est dans 5 mois les midterms. C'est une éternité en politique. Il y a tout un été de patriotisme. Il va pouvoir annoncer la paix. Il va avoir réglé l'Iran, le Venezuela. Il va avoir réglé Cuba, parce que là, c'est Cuba le prochain. Et donc, il va y avoir tellement de... There's going to be so much winning. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you're going to get tired of winning. OK, ça va être ça. Et on va voir, finalement, que c'est du gagnant-gagnant. L'entente avec l'Iran, c'est du gagnant-gagnant. L'Iran va obtenir des sommes faramineuses en reconstruction. Ça a toujours été ça. Hein? Vous écoutez le discours de Trump à Riyad. Il parle de développement économique et de reconstruction, etc. Puis c'est la même chose qu'il avait annoncé à Kim Jong-un. Il dit, tu abandonnes l'arme nucléaire et tu vas devenir une puissance économique. C'est toujours ça, hein, c'est les arguments de Trump. Et donc, c'est ce qu'il a offert à l'Iran. L'Iran a accepté. Il n'y aura pas d'armes nucléaires. Il va y avoir des vérifications, etc. Puis il va y avoir en contrepartie des compensations financières massives pour l'Iran qui va... éventuellement, l'Iran va signer les accords d'Abraham. J'en suis presque certain. Comme tous les pays de la région, etc., etc. Et on va pouvoir encore une fois faire un petit tour de piste à ce moment-là. Donc, cette bonne affaire apportera la paix et la sécurité. This good deal, il parle du deal, the art of the deal. Là. Cette bonne affaire apportera la paix et la sécurité dans toute la région. De nombreux présidents ont essayé de faire la paix avec l'Iran. Ils ont tous échoué avant moi. Les dirigeants de la région ont, pour la première fois, trouvé un président qui peut les aider à parvenir à une véritable paix avec l'ouverture du détroit d'Ormuz, blablabla. Donc, comme je l'ai expliqué depuis 2018, Trump a toujours des relations très, très diplomatiques avec l'Iran, très, très cordiales. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans plusieurs web-journaux sur la région. Ceux qui suivent depuis longtemps le savent. On ne fera pas ça à chaque fois. C'est comme... il devrait y avoir une espèce d'icône où est-ce que tu peux cliquer, puis tu as comme la note de bas de page. Tu as tous les web-journaux où est-ce que j'ai expliqué ça, si vous voulez plus d'explications là-dessus. Au lieu de rejeter, puis tout de suite insulter sur X, là, renseignez-vous, puis allez voir les web-journaux où est-ce que tout ça est expliqué dans le détail. Donc, on a aujourd'hui une opération de vision synoptique plus timing plus cui bono parce que c'est exactement ça. En fait, c'est pas les principes de Radio-Québec. Vision synoptique, timing plus cui bono, c'est la seule façon de comprendre Trump. Hein? Donc, c'est ça, il célèbre son anniversaire, les 80 ans, accord historique de paix avec l'Iran, événement hors du commun avec le UFC et 250e anniversaire des USA. On va tourner la page et il va gagner les midterms. On va tourner la page sur cette opération-là. À partir du moment où est-ce qu'il s'entend avec l'Iran, et c'est ce que il y a des bonnes relations avec l'Iran, toute la bile et le ressentiment va s'évanouir. Et on va même voir des personnes comme, je suppose, Tucker Carlson, etc., qui vont se retourner et dire finalement, ouais, il a fait une bonne chose. Et tout ça va avoir été stagé. Hein, c'est le showman. C'est comme ça que j'ai appelé le web journal, le showman. Vous l'avez vu dans le truc avec l'Iran qui coïncide avec la coïncidence incroyable. Le UFC et sa façon de faire, c'est un showman. Si on ne comprend pas ça de Trump,
aussi la façon dont il s'est comporté lors de l'élection en 2024 avec, dans le camion à vidange chez McDonald's, etc. C'est un showman. Si on ne comprend pas cet élément essentiel de Trump, on fait des erreurs de lecture, comme ça ici, comme tout ce que j'ai vu là, sur le UFC, à la Maison-Blanche, des combats pour divertir l'empereur Trump. Ils essaient de nous présenter Trump comme une espèce de Caligula dégénéré, là, qui mange des raisins pendant que les gens s'entretuent. Soral aussi a vomi là-dessus. Là. Il trouvait que c'était comme le summum de la dégénérescence, avoir un truc de UFC sur le terrain de la Maison-Blanche. Je vous montre à quoi ça ressemble. With John Adams being the first president there in 1800, but it's also about the new structure on the DC skyline. That would be the claw. And underneath. Donc, vous voyez un peu la Maison-Blanche sur le fond, et on va en parler parce que c'est important. Cet événement-là est plus important que juste un combat de UFC pour divertir l'empereur. C'est pas ça du tout. En fait, je vais y aller directement en disant que c'est un exorcisme, c'est un contre-rituel. Parce qu'on a été habitué à des opérations de démoralisation par les mondialistes, et là, c'est le contraire. C'est l'antidote. Alors, c'est pas juste un événement sportif, c'est un antidote symbolique. Okay? Donc, allons-y avec l'Iran pour pas que je perde trop de temps. Je vais, en premier, allons-y ici. Il y a J.D. Vance qui dit finalement qu'il discute maintenant, la Maison-Blanche discute maintenant avec tous les éléments du régime iranien. Donc, c'est-à-dire, il discute avec les gardiens de la révolution, avec tout. Il disait que dans cette entrevue-là, il dit qu'avant, il discutait juste avec un groupe et maintenant, il discute avec tout le monde. Donc, il y a comme, en fait, le message, c'est qu'il y a une normalisation des relations avec le régime actuel en Iran. Et donc, c'est ça, début, ampleur et fin des opérations conclues avant même le début des frappes en février. Et là, allons-y tout de suite. Je pense que avant de commenter, je vais plutôt faire ça ici. Quels sont les résultats de cette opération? Parce que les gens nous disent, là, premièrement, on attend toujours des excuses pour les apologistes de la Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas? On nous a dit que ça allait être la Troisième Guerre mondiale, que ça allait être le Vietnam américain, que Trump venait de perdre les midterms. Gardez ça en tête, parce que ces gens-là ne s'excusent jamais. Puis ils font juste comme, ils passent de nouvelles en nouvelles, les nouvelles changent, ils ne s'excusent jamais pour leurs erreurs, ils crachent dans la soupe, et là, la nouvelle change, puis ils crachent encore dans la soupe, ils ne font que ça sans jamais comprendre le fond de l'histoire ou à avoir une analyse pertinente. À la Radio-Québec, on n'a jamais à rebrousser chemin. OK, donc, j'ai marqué en 10 points qu'est-ce qui a été accompli par Trump dans cette opération, j'allais dire contre l'Iran, mais c'est avec l'Iran. On s'entend que c'est ça la position de Radio-Québec, c'est qu'il y a une entente entre les États-Unis et l'Iran qui date d'avant 2025, une bonne entente qui date même de l'époque Soleimani, à l'époque de la Syrie, des opérations conjointes Iran, États-Unis, Assad en Syrie. Et que ce qu'on voit, c'est du spectacle, ce sont des opérations psychologiques, et il y a aussi des opérations militaires visant à peut-être, comment je pourrais dire, atteindre un certain nombre d'objectifs militaires qui ont été conclus, qui ont été convenus. Là. Et donc allons-y, là, je déparle, là. Je suis nerveux aujourd'hui. Régler une fois pour toutes la question du nucléaire iranien, c'est la première, ça va être réglé une fois pour toutes. Là. Ça va être à la satisfaction des États-Unis et aussi à la satisfaction d'Israël. Okay? Donc, il y aura pas ils ont reconfirmé qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Et là, ils vont aller chercher l'uranium enrichi, il va y avoir des inspections, etc., que ça va être en profondeur. Ça ne sera pas comme un truc comme avec Obama qui permettait l'enrichissement, etc. Donc, ils ont réglé une fois pour toutes la question du nucléaire iranien. Il s'agissait aussi de réduire le potentiel militaire de l'Iran dans la région, le fait que l'Iran cesse d'appuyer des groupes comme le Hezbollah ou les Houthis, etc., l'expansionnisme ou
Et aussi, par exemple, sa marine, etc., un certain nombre de sites ont été détruits, et donc réduire le potentiel militaire de l'Iran. J'ai déjà expliqué que, par exemple, quand on signe des accords de paix entre la Russie et l'Ukraine, la Russie peut exiger que l'Ukraine ait un maximum d'armes lourdes dans certaines régions. C'est normal, courant et commun dans les accords de défense. Par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, c'est ce qui a été imposé à l'Allemagne lors du traité de Versailles. Il y avait un maximum à son armée, etc. C'est constant, régulier, etc., pour pas que ça reprenne rapidement, pour pas qu'il se réarme après la guerre et tout. Et donc, il y a un truc comme ça qui a été imposé à l'Iran en échange de développement économique et apparemment, ils ont accepté. Il s'agissait aussi de couper court aux velléités déstabilisantes israélienne de changement de régime dans la région. Israël, il y a beaucoup de personnes en Israël qui voulaient aller beaucoup plus loin qu'une simple dénucléarisation et une réduction de la menace militaire. Ils voulaient un changement de régime. On voulait mettre l'espèce de Pahlavi, là, l'espèce de le gars avec le gros nez, là, le fils du chat ou quelque chose comme ça. Et finalement, mais c'était pas les plans américains, ok. Et donc, vous avez ici, mais Trump peut claironner, genre, pendant un certain temps, il a claironné. Nous avons eu un changement de régime. Nous avons eu un changement de régime, et là, un changement de régime. Et donc voilà ici. Mais il l'a dit récemment, je pense que c'était hier, Trump affirme qu'il ne s'est jamais soucié d'un changement de régime en Iran. Il a dit ça au Wall Street Journal. Il ne s'est jamais soucié d'un changement de régime. Ça n'a jamais été l'objectif. Les marchés célèbrent alors que Trump confirme qu'il never cared about regime change dans une entrevue au Wall Street Journal. Et c'est ce que j'expliquais, en fait, c'est ce que j'ai montré dans le dernier web journal, c'est-à-dire que toutes les... À part un tweet, sur Truth Social, avec la validité que ça vaut, ce que ça vaut sur Truth Social, il n'y a jamais été question de changement de régime dans la politique américaine, que ce soit au département d'État, que ce soit au Pentagone, etc., etc. Et là, il confirme, ça n'a jamais été l'objectif. Mais c'est pas quelque chose qu'il dit après, ça a été dit avant, après. Et, donc, couper court aux velléités déstabilisantes israéliennes de changement de régime dans la région. Il n'y aura pas de changement de régime. Stabiliser le Moyen-Orient dans l'esprit du discours de Riyad. Vous devez avoir écouté le discours de Riyad, où est-ce qu'il expliquait sa vision pour la région. Je l'ai synthétisé ici par Grok. Donc, il a loué l'Arabie Saoudite, il a rejeté le nation building, c'est-à-dire justement, c'est le fait de renverser des régimes et après ça, de créer des démocraties, là. C'est ça le nation building, c'est-à-dire tu t'attaques, tu renverses comme en Afghanistan, en Irak, etc., ou en Libye. Tu renverses le régime, le dictateur, puis après ça, tu crées des institutions démocratiques et tu investis beaucoup dans ces pays-là pour qu'ils deviennent des démocraties alliées. Ça, c'est et donc, il a rejeté ça, et ça va dans le sens de retirer les troupes de la région, hein, donc se désengager de la région. Il a rejeté le nation building occidental. À partir du moment où est-ce qu'il rejette le nation building occidental, dans un discours officiel à Riyad devant tous les leaders arabes, la dissidence française aurait dû allumer l'effet qu'il ne voulait pas de changement de régime. Mais ils n'écoutent pas. Il y a de la paresse intellectuelle massive là-bas. Et donc, il a tendu la main à l'Iran. Accord possible pour la prospérité et la paix, mais pression maximale, zéro exportation de pétrole, pas d'armes nucléaires, etc. Donc, tendu la main à l'Iran. Encore une fois, il fallait écouter ce discours-là. Action concrète, lever des sanctions sur la Syrie pour qu'elle rejoigne les accords d'Abraham. Vision globale, le Moyen-Orient tourné vers le commerce et la prospérité. C'est ça que vous voyez, là. Okay? Donc, vous écoutez le discours de Riyad, vous lisez le National Security Strategy, vous lisez ce que disent les tweets du Pentagone, les représentants, Marco Rubio en conférence de presse, le département d'État. C'était clair. Ce que vous avez, le résultat là qu'on a avec l'Iran, c'est exactement ce qui a été voulu et annoncé. C'est pas une retraite, une défaite, un truc. C'est juste exactement ce qui a été annoncé. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont, pendant les opérations, réorganisé les flux mondiaux d'approvisionnement du pétrole au profit des États-Unis. Hein. Il a fait, comme on l'a expliqué, le Caracas, et puis donc il a sécurisé l'approvisionnement en pétrole vénézuélien vers les raffineries américaines, et puis après ça, ce qui a pu permettre aux États-Unis de devenir le plus gros exportateur de pétrole au monde depuis
depuis le truc au Venezuela et le détroit d'Ormuz. Donc, les victimes autrefois de l'embargo pétrolier arabe, les États-Unis deviennent le premier exportateur mondial de pétrole, nous dit Reuters le 11 juin. Il y a 4 jours, les États-Unis, Reuters annonçait que les États-Unis sont devenus le plus gros exportateur de pétrole au monde. Mais ils se sont plantés dans le détroit d'Ormuz. Hein, c'est comme... whatever. OK. Réduire l'influence de l'Angleterre et l'emprise des mondialistes sur les détroits d'Ormuz et les flux de pétrole, ça c'est ce qui est généralement expliqué par Promethean Action. C'est leur angle, je ne vais pas rentrer là-dedans, ils ont fait des vidéos exhaustives là-dessus. Montrer l'inefficacité de l'OTAN, 7.7. Montrer l'inefficacité de l'OTAN et justifier le retrait des troupes d'Europe. Ben oui, parce qu'ils ont dit « Ah, vous venez pas nous aider dans le détroit d'Ormuz et puis... Hein, les pays, l'Espagne ne voulait même pas que les États-Unis utilisent leur base aérienne. Et puis, OK, bon, on va commencer à retirer nos troupes d'Europe. Et ça prenait une justification, puis ils l'ont eu là. Hein? Ils ont demandé de l'aide. Puis là, c'est comme les premiers degrés, là, les mulots de l'info disaient tous, les États-Unis sont empêtrés dans les détroits d'Ormuz, alors qu'ils étaient en train de devenir le plus gros exportateur de pétrole au monde, là, puis que c'était déjà réglé avec l'Iran. Mais ils se sont empêtrés. Et donc, ils ont retiré des avions, ils ont retiré des brigades, etc., etc. Récupérer l'uranium perdu par l'administration Obama, qui s'est fort probablement retrouvé en Iran. On a expliqué ça dans un web journal, avec toute la question de Uranium One. La vente d'uranium à la Russie, à Rosatom, par l'entremise du Canada. Cet uranium-là s'est retrouvé en Europe et on ne sait pas après ça où est-ce qu'il est parti. Il a comme disparu en Europe. Et Aragashi, le ministre des Affaires étrangères, avait dit que les Européens avaient reçu des rétrocommissions massives. Il y avait des pots de vin qui ont été versés à l'Europe pour l'entente sur le nucléaire avec Obama. Donc, il règle ça. C'est réglé. Récupérer l'uranium perdu par l'administration Obama afin de permettre à l'Iran de développer une arme nucléaire. Trump a dit que ça ne se passerait pas. C'est la raison pour laquelle le général Mattis a démissionné, notamment, si vous vous rappelez, le général Mattis, lors du premier mandat. Il était directeur de CENTCOM, Central Command, responsable de la région du Moyen-Orient et tout, là. Et il s'est pris la tête avec l'administration Obama parce qu'il voyait bien ce que faisait l'administration Obama. Il était en train de créer les causes d'une troisième guerre mondiale et d'une déflagration nucléaire au Moyen-Orient, parce que c'est ce que les mondialistes veulent. Okay? 9, montrer au grand jour et se défaire de l'influence israélienne sur la politique étrangère américaine. Je l'ai expliqué, ça a commencé avec The Israel Lobby, ce livre de Mersheimer. Et après ça, il y a eu toutes les MAGA qui se sont rangés rappelez-vous, ça a commencé avec la bourde de Marco Rubio qui a dit on a fait ça pour Israël à cause qu'Israël nous a un peu forcé la main, etc., etc. Puis Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon, Thomas Massie, etc., toute la gang MAGA. Donc ça, c'était une des opérations, c'est-à-dire il y a une attaque qui a déjà été convenue avec l'Iran sans danger, mais on fait aussi passer l'odieux sur Netanyahou et Israël. Et puis les gens ont mordu à ça à cause que Trump était contrôlé par... avait violé des fillettes. Jean-Dominique Michel et puis Carl Zero nous disait que Trump avait violé des fillettes, avait sodomisé des petits garçons de 8 ans, là, puis Netanyahou le contrôlait. Rappelez-vous, parce que les gens n'ont pas de mémoire, les énormités qu'on a entendues, ces espèces de colonels ou généraux qui passaient à GPTV en disant Netanyahou contrôle Trump avec le dossier Epstein. Je pense même que Thierry Messant est allé là-dedans. Netanyahou contrôle Trump avec le dossier Epstein. Ils sont tous allés là. Et là, ce qu'on sort de ça, c'est réglé avec l'Iran et les États-Unis, l'opinion. Israël a beaucoup moins d'influence sur la politique étrangère américaine maintenant. Ça a été éventé notamment grâce à Thomas Massie. Et là, je vais faire une parenthèse ici sur le point 9. Donc, vous avez les 10 points ici. Point 9, ici, Thomas Massie, qui, cette semaine, a opéré une conférence de presse avec les anciens membres d'équipage du USS Liberty. Hein, le USS Liberty, c'est ce bateau américain qui a été attaqué par Israël lors de la guerre de 6 jours. Les États-Unis étaient pas partie prenante de ce conflit-là. Israël voulait que les États-Unis rentrent dans le conflit et ont attaqué, un avion israélien a attaqué le bateau USS Liberty
pour faire une opération sous faux drapeau, faire passer ça sur le compte de l'Égypte, etc., etc. Ça a toujours été présenté comme une théorie de la conspiration. Vous voyez, c'est comme USS Liberty, conspiracies, c'est de l'antisémitisme, etc. Is the story of the USS Liberty, Hamas, est-ce que c'est de la propagande du Hamas, etc., etc. Mais c'est pas ça, c'est réellement, si vous écoutez les membres d'équipage, il n'y a jamais eu d'enquête, on n'a jamais voulu que les membres d'équipage donnent leur version de l'histoire, ça a été enterré complètement parce que l'avion israélien, c'était clairement une frégate américaine. Là. C'était une vraie frégate. C'était pas un bateau de l'Égypte qui battait pavillon. C'était une frégate américaine qui battait pavillon américain. Et l'avion israélien, je pense, a passé comme genre 1 heure, si c'est pas plus, avec plusieurs passages, essayait de couler le bateau, tirait sur le bateau avec ses, à basse altitude. C'est pas une affaire à haute altitude. Là. On est dans les années, je pense, dans les années 60. C'est la guerre de 6 jours, c'est ça? Ils ont tiré des missiles sur le bateau. Ils ont essayé par tous les moyens de le couler. Ils savaient, les membres d'équipage étaient sur le pont du bateau avec des drapeaux américains. L'avion israélien continuait à bombarder. Ils voulaient couler le bateau. Ils voulaient... il faut écouter les membres d'équipage du USS Liberty. Et là, tu as Thomas Massie, cette semaine, qui a fait une conférence de presse. Oui, c'est ça que je veux dire quand je dis, là, c'est comme la vérité sur Israël sort, ça c'est le point 9, là, des conséquences de la guerre avec l'Iran. Je vous montre ici la conférence de presse de Massie sur les événements du USS Liberty. Well, we're going to do a press conference at the Triangle, but I think this might be more appropriate if everybody's here and ready to roll. We've got over a dozen members of the crew of the USS Liberty. Today, I stood on the floor of the House and honored them. Il voulait les faire témoigner au Congrès, etc. Ici, bon, vous avez Times of Israel. Massie, un opposant à Israël, réclame une enquête sur le USS Liberty et porte la question du complot devant la Chambre des représentants américains. C'est gros, là, rappelez-vous. Ça a été retweeté par Mike Flynn. Imaginez ça. Ici, le Mike Flynn dit « Ce n'était pas une erreur. It was not a mistake. » Ce n'était pas une erreur. Ils ont toujours dit, la version officielle, c'est la version israélienne, c'est « On s'est trompé. C'est une erreur. On n'a pas vu le drapeau américain. » Or, c'était pas ça, là. Et Mike Flynn, ici, qui est, on le rappelle, l'ancien chef de la Defense Intelligence Agency, la DIA, le service de renseignement militaire du Pentagone, dit « Ce n'était pas une erreur. » L'équipage du USS Liberty, Thomas Massie, merci de maintenir cette histoire en vie. Imaginez ça, Mike Flynn. Tu sais, l'homme de l'État profond, selon Stanislas Berton. C'est qu'on se bidonne à Radio-Québec. C'est le même Mike Flynn qui a, le 17 avril dernier, publié la photo où est-ce qu'on voit le 11 septembre et Israël derrière l'opération. C'était assez subtil, mais Israël qui suivait tout ça sur ses écrans avec les drapeaux, là, et puis même les Dancing Israelis sur le dessus du troc avec Jeffrey Epstein et tout ça. Et même l'assassinat, rappelez-vous comment ils ont mis l'assassinat de Charlie Kirk sur le dos d'Israël aussi. Je pense pas qu'il a été assassiné, c'est ça le truc. Je pense que ça aussi, c'est un faux drapeau. Parce qu'il y a eu juste un trou, là. C'est complètement ridicule comme truc, là. Mais l'opération, c'est que ça a mis... Rappelez-vous, Benjamin Netanyahou a répondu 2 jours après. Il y a eu toutes les révélations de courriel avec Candace Owens, etc., où est-ce qu'on disait qu'il avait été menacé par des donateurs juifs israéliens. Et puis, Benjamin Netanyahou était sorti pour dire non, on n'a rien à voir avec ça. Et puis, c'était la grosse pression, là. Puis ça, c'est dans le vidéo de Mike Flynn. On voit aussi ici les Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick en vêtements rituels avec Bill Clinton dans la robe de Monica Lewinsky et Monica Lewinsky en uniforme des forces de défense israéliennes, c'est-à-dire c'est une agente du Mossad, c'est ça le truc, c'est ça que... Et ça, c'est publié par Mike Flynn, vous voyez, et donc c'est comme... Il y a cette espèce de... Et c'est ça, America First, hein, c'est... Donc, Make America Great Again, America. Tu peux pas avoir un Make America, tu peux pas rendre sa grandeur à l'Amérique si tu n'es pas capable de te défaire des tentacules israéliennes sur la politique américaine, et c'est ça qu'ils font. Et en tout cas,
J'ai été en détail là-dessus, mais encore une fois, vision synoptique. Donc, montrer au grand jour et se défaire de l'influence israélienne sur la politique étrangère US, ça a été possible avec la guerre en Iran, la guerre entre guillemets, et finalement, 10, justifier le retrait des troupes US de la région souhaité depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que Trump, en 2015, en 2016, disait qu'il faut sortir de la région. Il l'a expliqué dans le National Security Strategy. Il l'a répété lors du discours de Riyad. Mais lors du discours de Riyad, il n'y avait pas eu la guerre, n'est-ce pas? Il n'y avait pas eu... Là, il y a une raison. Oh, les Iraniens ont bombardé nos bases et nos radars dans la région. Là, on n'a plus de raison de rester là. On ne va pas reconstruire, là. Mais là, les Black Pill en Europe, c'est non, les Américains ont tout perdu dans la région. Ils sont cuits, ils vont devoir quitter la queue entre les jambes. OK, donc, gardez en tête ces 10 points-là, je pense que ce sont les 10. Et cette opération s'est faite, évidemment, comme je l'ai expliqué, sans qu'il y ait aucun bateau américain qui soit coulé. Elle s'est faite un peu comme l'opération à Caracas, un truc impossible avec des hélicoptères au-dessus d'une ville, une capitale ennemie. Et là, à Caracas, ils ont utilisé le Discombobulator, n'est-ce pas, pour aller chercher... Pourquoi ils n'ont pas utilisé le Discombobulator pour aller chercher l'ayatollah? Si c'est si facile de passer avec des hélicoptères comme ça, puis d'aller chercher... Ils auraient pu aller chercher un par un, là, avec des Discombobulators au-dessus de Téhéran. Tu sais, c'est... Et même chose avec Assad, le départ d'Assad, rappelez-vous, Assad a gagné une guerre civile de 10 ans avec une armée loyale, etc. Puis là, en dedans de 6 jours, les rebelles, sans aucune arme lourde, partent de la région Latakia, descendent, roulent sans arrêt, arrivent à la capitale, où est-ce que la garde républicaine avec des tanks russes défend la capitale. Elle est dirigée par le frère de Assad, parachutiste, etc. Et puis, littéralement, il n'y a aucun combat. Il leur donne les clés. Et puis, c'est comme, pensez. Et c'est la même chose avec l'Iran. Donc, ça a été convenu d'avance. Comme le raid a été convenu à Caracas, comme le raid, ça a été convenu d'avance. Il y a une partie de ce que vous avez vu, il y a une partie de spectacle là-dedans. Le début et la fin et l'ampleur des opérations a été déterminée à l'avance, à mon sens. En tout cas, au minimum, l'Iran est extrêmement gentil de terminer les opérations le jour et de signer une entente, pas de signer, mais de conclure une entente le jour de l'anniversaire de Donald Trump, le jour du drapeau, avec c'est une victoire pour les États-Unis. Là. Il peut claironner, il peut fanfaronner, il peut faire le coq avec ça. Là. Hein, donc, mais là, on nous dit, ici, tu as Thierry Messan qui change complètement sa veste de bord tout d'un coup. C'est Trump va sacrifier Netanyahou. Je pensais que Trump était contrôlé par Netanyahou. Comment peut-il sacrifier Netanyahou s'il est contrôlé par Netanyahou? Vous voyez bien que c'est un changement complètement ridicule de position. On nous disait ici que Trump était, à travers Epstein, Carl Zero, tout ça nous disait que Trump était contrôlé parce qu'il avait violé des fillettes et tout. Et puis, pourtant, là, ça va pas. Les Israélo-Américains, c'est eux qui se plaignent le plus présentement. Par exemple, lui ici, ce rabbi-là, ici, le rabbi Waliki, n'est pas satisfait de l'accord iranien du président Trump et dit que son désir de paix a obscurci son jugement. Le désir de paix de Trump a obscurci son jugement. Hein? Donc, même chose avec à peu près tout le monde là, dans le camp, les Israélo-Américains, les néoconservateurs. Pourquoi nous tournons-nous contre Israël et Netanyahou ce soir? Wow, dit Mark Levin. Ben Shapiro aussi critique l'accord. Même chose, encore une fois, Levin à son émission. Il demande à Trump de rejeter l'entente avec l'Iran et puis on doit finir cette guerre. C'est une obligation générationnelle, dit-il, etc. On nous dit ici sur 20 minutes, l'accord américano-iranien est une catastrophe pour Israël, mais ce n'est pas une catastrophe pour les États-Unis. Est-ce que il faut être capable de découpler les deux, Israël et les États-Unis. Israël n'a jamais été, comme je l'ai expliqué ici, hein, Israël n'a jamais contrôlé Trump, c'est plutôt l'inverse. On voit ici, tu vois, Netanyahu accepte Trump's request not to respond to Iran. Le premier ministre Benjamin Netanyahu accepte la demande du président Trump de ne pas répondre à l'attaque de l'Iran contre Israël.
Ici, le président Trump déclare que le premier ministre israélien Netanyahou n'aura aucun choix que d'accepter un accord avec l'Iran. Et Trump a été comme ça avec Netanyahou, alors que là, donc, Trump impose ça à Netanyahou. Mais où sont les vidéos que Carl Zero nous avait promis? C'est-à-dire que si Trump fait faux bond à Netanyahou, comme dit Thierry Messant, où sont les vidéos de fillettes? Là, j'ai barré les yeux, c'est trouvé sur YouTube, là, elles n'ont rien à voir, ces fillettes-là. Là, j'ai trouvé ça sur Google. Mais c'est le moment de sortir la vidéo où Trump est compromis. Est-ce que c'est le moment? Et donc, c'était tous des hosties de faux cul, les gens qui nous racontaient ça. Jean-Dominique Michel, les gens se disent, je n'écoute plus Alexis depuis qu'il a clashé Jean-Dominique Michel. Il racontait des âneries sur Trump. Même chose avec Carl Zero, même chose avec tous les autres. Tous ceux qui nous ont dit que Trump était contrôlé par Netanyahou à cause du dossier Epstein. En fait, je me demande, je suis rendu à un niveau de... Parce que je me demande si le fait d'avoir... jouer l'obfuscation sur le dossier Epstein, de montrer une certaine résistance. Oui, il y avait la question de l'effet Streisand, mais il y avait aussi le fait de donner l'impression qu'il était contrôlé alors qu'il ne l'a jamais été. En tout cas, ça devient peut-être trop quantique, là. Tout ça pour dire que c'est ça ne plaît pas à Israël. Et parce que sinon, si, comme je l'ai expliqué dans ce web journal-là, la colombe de Tel Aviv, c'est-à-dire que si ils ont des dossiers compromettants sur Trump avec des petites fillettes, et puis comme le dit Carl Zero, la sodomie d'un garçon de 8 ans, etc., c'est-à-dire que ce qui se passe présentement, c'est la volonté de Netanyahou, parce que Trump est contrôlé, là. Ils ont des vidéos de fillettes, là. Trump en train de sodomiser une fillette, là. C'est filmé par le Mossad et tout. Et donc, ils font ce qu'ils veulent, là. Et donc, ce que vous avez présentement, c'est la volonté d'Israël. Trump fait la volonté d'Israël. Ils ne sont pas capables de réconcilier ces âneries qu'ils ont proférées pendant tous ces mois et pendant toutes ces années. Et là, ils sont obligés de sortir des trucs comme Trump va sacrifier Netanyahou, une espèce de triple saut périlleux. C'est plus Netanyahou qui contrôle Trump, c'est Trump qui va le sacrifier. Et puis, qu'est-ce qui se passe du contrôle? Hein? Et on se demande aussi, qu'est-ce qui se passe avec le troisième temple, là? Pierre Hillard nous assurait franc-maçonnerie, révolution, empire américain, le fil rouge du temple. La conquête mondiale d'Israël commence. Le plan secret. Israël déclenche une guerre messianique. C'est terminé. C'est l'ère de l'Antéchrist. Et là, ici, finalement, Israël prépare le troisième temple. Pierre, il y a avec la photo de Trump là, et tout ça. Pourtant, ils vont signer les accords d'Abraham, c'est comme la région va être stabilisée, puis les frontières sont stabilisées. Il n'y a pas de grand Israël, il n'y a pas de troisième temps. Les Israélo-Américains ne sont pas contents. L'Iran, le régime va rester en place. Il va garder une partie de son aviation, de ses missiles, etc. Les missiles ne sont pas touchés. Tu sais, de quoi tu parles, bonhomme? Je veux dire, c'est comme... OK. Donc, ça, c'est pour l'Iran. OK? On a une belle entente qui va nous amener une ère de paix et de prospérité au Moyen-Orient, possiblement les Juifs et les Arabes qui se serrent la main. Ça ne sera pas les Américains, ça va être les Juifs et les Arabes qui se serrent la main. Je vous ai montré les vidéos, il y a à peu près 3 web journaux où Netanyahou dit on a des relations incroyablement bonnes avec plusieurs pays arabes qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc, il y a cette espèce de réchauffement, normalisation de la région, la paix, shalom, salam, peace. Je ne sais pas comment on dit ça en italien, en espagnol, en russe, et puis voilà, on s'en va vers ça. C'est pas le troisième temple, la chose. C'est la paix dans la région. Et les États-Unis vont pouvoir retirer leurs troupes, ils ne reconstruiront pas leurs bases. L'Iran n'a attaqué que les bases américaines que les États-Unis voulaient évacuer. OK? Etc., etc. OK, donc je pense que ça règle le côté de l'entente avec l'Iran. Maintenant, UFC. Allons-y avec ça. Ici, on est déjà à 40 minutes. Pace. Civis pacem parabellum. El Makala Makalpu. OK.
Donc, combat UFC, OK? La raison pour laquelle c'est beaucoup plus que juste pour distraire le Caligula de 2026, Trump, l'empereur décadent, c'est que les États-Unis, les mondialistes nous ont habitués à des trucs de démoralisation. Rappelez-vous, là, cette espèce à la fête de la musique, des trucs totalement décadents à l'Élysée. Ou avec Biden, tu sais, des trans à la Maison-Blanche là, qui se montrent les seins et tout, avec des drapeaux de la Pride et puis tu sais, des mouvements lascifs, etc. Look at you now, look at me, how you like that now. Look at you now, look at me. On nous a, et là, c'est sans compter les dizaines de ces espèces de grands rituels comme ça. Ici, c'est les Jeux olympiques de Londres. On voit clairement un coronavirus. On voit des espèces de figures déprimantes avec des enfants dans des lits d'hôpitaux. Il y en a plein, des comme ça. Ces espèces de grands messes. Regardez juste le Super Bowl, la décadence. C'est juste ça qu'on nous montre. Et ça, ça a un effet psychologique, c'est démoralisant, déprimant, etc. Même si, même subconsciemment, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont par souci d'ouverture, ils sont comme sur le logiciel de la Société ouverte de George Soros, ils ont bien intégré ça, là. Non, c'est comme je suis ouvert, mais finalement, à la fin, c'est qu'ils vont être déprimés. Il y a quelque chose à l'intérieur, là, il y a comme la petite voix à l'intérieur de la conscience qui dit ça devrait pas être comme ça. Mais publiquement, là, parce que les médias nous disent, tu sais, ils vont dire, non, je suis ouvert. Mais ça affecte psychologiquement. Puis c'est pour ça que les gens prennent des antidépresseurs, tu sais, consomment des quantités industrielles d'alcool, tu sais, c'est ça, c'est la déprime. Et puis, ce que vous avez dans ces événements-là, c'est la symbolique de la démoralisation. On voit, tu sais, c'est ça, des trans sur des filles, des trans se montrer les seins sur le gazon de la Maison-Blanche, dans le parc arrière de la Maison-Blanche. Et Trump renverse tout ça. Et donc, ce que j'ai vu ici, c'est un contre-rituel pour contrer la symbolique de la démoralisation. Trump nous insuffle au peuple américain une énergie de combat. Et vous allez voir, on va montrer un certain nombre de clips parce que vous devez le ressentir. C'est bien qu'on ait attendu aujourd'hui pour faire le web journal parce que justement, là, on allait en parler, on allait dire à peu près ça, mais là, on a des clips. Et donc, patriotisme, vous avez aux États-Unis un patriotisme qu'on n'a jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Trump, je reviendrai là-dessus. Là. C'est le président du peuple, OK? Et avant de continuer, rappelez-vous ce qu'il a dit dans son discours inaugural en 2017. Ceci n'est pas le transfert de pouvoir d'une administration vers une autre administration. Ceci est un transfert de pouvoir d'une administration, du gouvernement vers le peuple. Ce que vous avez, c'est la Maison-Blanche, c'est la maison du peuple américain. Ça appartient au peuple américain. Et c'est ça qu'on a senti. Les Américains se réapproprient leur symbole. C'est ça le sens de cet événement-là. C'est pas genre Caligula qui veut être distrait. Là. Quel petit merdier ce Philippe Léger, là. Et tous ceux qui ont rien compris à ce que Trump fait, ça va dans le sens de Trump qui conduit un camion de poubelle. Auriez-vous vu un candidat à la présidence française conduire un camion de poubelle, se présenter comme un homme du peuple comme ça, parce que le UFC, c'est ça, c'est les Américains moyens. Auriez-vous vu un président français ou aller travailler, littéralement, aller mettre un apron et travailler chez McDonald's pour montrer, manger, servir des frites. C'est ça, là. C'est ça, là. Si vous comprenez pas ça, vous comprenez pas ce que c'est être un Américain. Et vous chérissez... c'est quoi déjà, là, je ne l'ai pas, là? Vous chérissez les causes, vous chérissez les effets, donc vous déplorez les causes. C'est tolérant, là. Vous ne comprenez pas que toute cette espèce de... En fait, laissons faire, on gardera ça pour une autre fois. Et vous voyez comme Trump ici qui mange du McDonald's, et là, tu as des personnes genre, en santé qui disent il essaie de nous dire qu'on devrait être en santé, mais il mange du McDonald's, etc.
refaire le lien social. C'est être près du peuple. Les Américains mangent massivement chez McDonald's. C'est être pragmatique, ça. C'est pas être un idéaliste, c'est être un pragmatique. Et il refait le lien social avec le peuple américain. Parce que le lien social, on le sait, est brisé partout entre les peuples et les politiciens. On n'a plus confiance dans nos politiciens. Ils ne nous représentent plus. On s'entend? Donnez-moi un thumbs up si on comprend que les politiciens ne nous représentent plus. Ils sont déconnectés de la population. Ramenez toute cette rengaine-là à la surface. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense de nos politiciens? Ce sont des nullités déconnectées qui ne comprennent pas le peuple, qui nous imposent des choses, Trump refait le lien social. Trump refait le... Et il ne se prend pas au sérieux aussi. Là, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, j'avais cette vidéo-là où est-ce qu'on le voit avec des extraterrestres, où est-ce que, tu sais, il y a tout ça, toutes ces vidéos qui circulent qu'il republie sur Truth Social, où est-ce qu'on le voit, tu sais, avec comme un gangster, comme avec, tu sais, du bling-bling, avec un, tu sais, comme un fusil comme ça, tu sais, la casquette de côté, puis c'est le peuple américain qui se réapproprie l'image de son président, contrairement au style européen, où est-ce que le président est très, très, très royal et monarchique. Hein, c'est Jupiter et tout, là. Et Trump, c'est le contraire. Et il y a, si vous comprenez bien l'esprit américain, il y a cet anti-élitisme dans la pensée politique américaine. Et c'est très, très fort. Encore une fois, beaucoup de personnes en Europe ne comprennent pas le fait que l'Américain moyen déteste ce qu'ils appellent les élites et que souvent, les Européens sont perçus comme ça, comme des espèces de trucs élitistes, tu sais, comme très raffinés avec du vin et du caviar. Et puis, alors que les Américains sont très, très, très basiques. C'est le gars qui travaille à l'usine avec sa casquette et son pick-up, qui mange du McDonald's, qui est terre à terre et puis, tu sais, moi, qui a un fusil, et puis qui chasse et puis... Et Trump se rapproche du peuple. C'est une opération de refondation du lien social, et il le fait depuis longtemps, refonder le lien social avec le peuple américain. Okay? C'est pour ça qu'il laisse son image. Il n'est pas. Il republie lui-même toutes sortes d'images de lui dans toutes sortes de situations. Il mange comme le peuple, il travaille comme le peuple, il est près du peuple, il va au UFC, il fait un événement populaire. Sur la Maison-Blanche, ce n'est pas un château, vous comprenez? Ce n'est pas une espèce de truc de monarque. C'est la maison du peuple. Et il le dit, il y a un des représentants de la Californie qui était là, je pense que c'est un républicain. Je ne me rappelle plus son nom, et il le disait, « This is our house ». Ça, c'est notre maison. This is our house. Et puis, juste avant le début du combat, il y avait comme un discours sur la Constitution américaine, où est-ce qu'on rappelait aux Américains les principes fondateurs de la nation, etc., etc., etc. Écoutez ça. Take a look at this, America. Just take it in. Are created equal, that inspire historic events, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. On rappelle à grands coups de haut-parleur les principes fondateurs du pays, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance, We the people, etc. Et aussi, on parle de fighting spirit. Et ça disait que les États-Unis ont été fondés sur pas le couronnement d'un monarque, mais sur le fait que le peuple américain, c'est un soulèvement populaire. Et le peuple, a eu cette espèce de fighting spirit, cet esprit combatif qu'on voit complètement atténué partout ailleurs en Occident, sauf peut-être en Europe de l'Est. Ils ont encore un peu de masculinité là-bas et puis d'esprit combatif. Mais pour le reste, vous comprenez mon propos, c'est-à-dire que Trump réinsuffle de l'énergie de combat dans le peuple américain. Je vous montre une vision d'ensemble. With John Adams being the first president there in 18...
jets qui passent au-dessus. Land of the free, home of the brave. Ils sont tellement chanceux d'avoir un président patriotique comme ça, ça donne la chair de poule. On a complètement perdu ça en Occident. Et ça, c'est 50 ans de mondialisme et de démoralisation. Ils font voler un aigle aussi juste avant. Ils ont fait voler un aigle juste avant. Et aussi, juste le samedi, avant les événements, il y avait des concours de motos. Tu sais, les Américains ont ça, des espèces de camions qui partent là, avec une espèce de gigantesque moteur de 3000 chevaux avec des étincelles. Des espèces de gros, ce qu'on appelle les gros derby, là. Tu sais, ils font de la casse, espèce de voiture avec des gigantesques roues de 10 pieds. Et puis, avec c'est ça, les États-Unis. C'est ça, c'est Americana. Americana. Il va toucher, réactiver la fibre américaine et recréer du lien social entre les institutions et le peuple. We could not have wrote a script better. Oh my God. And the fireworks are playing. Vous voyez un peu le genre, là. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais... Et ils en ont comme ça, Freedom, exactement. Des Monster Trucks, c'est ça. Et ils en ont comme ça pour tout l'été. OK? Est-ce qu'on s'entend que l'objectif, c'est de recréer le lien de confiance entre le peuple et les institutions et qu'on n'est pas sur la ligne de ce que Soral disait, la dégénérescence et aussi genre l'UFC à la Maison-Blanche, des combats pour divertir l'empereur Trump. Quelle bande de tarés, ces gens-là. Réfléchissent. Est-ce qu'ils réfléchissent avant d'écrire leur truc? On dirait que c'est juste comme... en tout cas, je sais pas. Je vais pas me plaindre. Là. Je suis comme... J'ai l'impression que les analyses de Trump, ce qui se passe aux États-Unis, la géopolitique, sont tellement à côté de la plaque de la réalité. C'est comme... C'est pas juste les rednecks, c'est comme... c'est les Américains moyens. Right? Et donc, je pense que c'est ça. On va laisser ça. On a même eu un cadeau lors de l'UFC, un des combattants du UFC qui a gagné, qui a été donné, genre, je pense, une de ses médailles ou un truc à Trump. Après, il a été le remercier et tout, parce qu'ils sont très populaires. Trump est très populaire avec le UFC, etc. Il a même été révélé un secret d'État à la télévision. Michelle Obama is a man. Am I right, America? Michelle Obama est un homme. Est-ce que j'ai raison, l'Amérique? Est-ce que j'ai raison ou non? Voilà. Donc, on serait en... Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose comme ça qu'on peut même pas l'imaginer. C'est comme ça prend une espèce de saut quantique dans le raisonnement pour comprendre ce qui est en train de se passer aux États-Unis au niveau de la fierté, du patriotisme, du lien entre les politiciens et le peuple. Et après ça, on se demande pourquoi Trump gagne. C'est que, ouais, c'est ça. C'est ça ici. C'est que Trump, et on l'a expliqué quand ça s'est produit, le mugshot, qui s'était arrangé pour se faire incriminer, puis que ça allait pas donner ça allait mener à aucun truc dommageable sur lui, qu'il n'allait pas avoir de conséquences. Mais que c'était, rappelez-vous, quand c'est sorti, c'était en 2024, ça, j'ai dit, c'est son plan de campagne. D'être le underdog, celui que les élites, que le Washington déconnecté attaque. Tu sais, Washington qui n'a plus aucun lien avec la population, qui est corrompu, ils s'en prennent même à lui, qui lui représente le peuple, etc. Bon, je pense que vous comprenez où est-ce que je m'en vais. Et là, vous avez ici même, tu sais, Trump qui invite, ils ont refait la piscine devant l'obélisque, là, qui était...
Ouais, c'était comme une espèce d'étang un peu putride. Et là, ils l'ont refait au complet pour vraiment pas cher. Et Trump qui invite les travailleurs ordinaires dans le bureau ovale, qui signent des chapeaux. Tu sais, monsieur et madame tout le monde dans le bureau ovale, serre la main, rigole avec les travailleurs, comme il faisait quand il était à New York sur les chantiers des Trump Towers. Tu sais, ce que tu vas voir, il rentrait dans les cuisines, donnait de l'argent à tout le monde, donnait des $100 à toutes les personnes dans la cuisine. Tout le monde aimait Trump, parce que c'est toujours quelqu'un qui a été près du peuple. OK? Voilà. C'est le contraire de ces espèces d'élites pédantes qui nous disent comment vivre, etc. Lui, il veut que les États-Unis, que les Américains puissent avoir de l'énergie pas chère, augmenter leur pouvoir d'achat, etc., etc. Sans jugement. Fuck les affaires de restrictions énergétiques. Okay. On va terminer avec Tulsi, les biolabs. On est déjà à 1 heure. Et finalement, c'est sorti, Tulsi Gabbard, cette semaine, qui a rendu public des documents internes de l'administration américaine à l'effet que, oui, effectivement, il y avait des laboratoires. Les États-Unis avaient plus de 120 laboratoires biologiques à travers le monde qui développent des pathogènes très, 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 très dangereux. Et où il y a des opérations, de la recherche de gains de fonction. Rappelez-vous, on a été, je pense, les premiers en avril 2020 à parler de gains de fonction. Ça nous a valu des articles dans les journaux de Tristan Péloquin qui nous disait qu'on était complètement fous. J'aurais dû retrouver l'article où est-ce que je parle. Alors que tout le monde disait que ça venait du pangolin, là, du marché de Wuhan, etc. Nous autres, on disait non, c'est gains de fonction. Le virus a été manipulé en avril 2020. Et dès qu'on a sorti gain de fonction, ils nous sont tombés dessus avec c'est les premiers articles. On a reçu des demandes d'entrevue. La première de Tristan Péloquin, on l'a refusée. Mais dès qu'on a parlé de gain de fonction en avril 2020, clac, les médias ont commencé à s'intéresser à nous. Et là, finalement, c'est ça, Tulsi Gabbard qui dit que c'était effectivement vrai, qu'il y a une biolab qui travaille sur des virus très dangereux avec des gains de fonction, etc. Hein, je pense qu'elle est candidate pour être la vraie Wonder Woman. Et elle implique aussi Fauci là-dedans. Elle dit que Fauci a menti au Congrès, encore une fois. Ça fait beaucoup. Le dossier Fauci continue à s'étayer, à s'épaissir. Donc, so we had a few biolabs in Ukraine, dont 30 en Ukraine. Il y en avait d'autres aussi en Géorgie, etc., etc. Et donc, ça a été relayé par beaucoup de personnes, y compris Rand Paul et plusieurs personnes. Rand Paul, comment il s'appelle aussi, RFK Junior, remercié Tulsi Gabbard. Et Tulsi Gabbard qui disait que Fauci et les personnes dans l'administration Biden ont menacé tous ceux qui essayaient de parler des laboratoires biologiques et de la gain de fonction, et du gain de fonction. Gabbard dit... Fauci, Biden admin threatened those who attempted to expose US-funded foreign gain of functions biolabs. Demandez-vous après ça, demandez-vous pas pourquoi ils nous sont tombés dessus dès qu'on a parlé de gain de fonction, Tristan Péloquin nous est tombé dessus. Immédiatement, c'est comme... j'aurais dû avoir la couverture du web journal où est-ce que j'en ai parlé. C'est sur Odyssée, là, c'est une espèce de truc. Avril 2020. OK? Donc, c'est ça. Il y avait 120 laboratoires biologiques secrets dans 30 pays différents. Lisez cela. Laissez cela vous pénétrer. Let that sink in. Okay? Et donc, ça confirme ce que les Russes disaient. Les Russes disaient exactement la même chose. Sauf que quand les Russes ont dit ça en 2020, ça a été immédiatement décrit comme de la désinformation, sans aucune enquête. Les médias ont, à l'unanimité, 100% des médias, comme le gain de fonction, c'était de la théorie de la conspiration, jusqu'à temps que ce soit vrai, comme la plupart des choses. Là. Même chose avec les laboratoires biologiques, ça a été décrit comme de la désinformation d'extrême droite. How false Russian biolab story came to circulate among the far right, the US far right. Et sans aucune investigation. Ça a été décrit comme de la conspiration, de la désinformation russe, sans aucune enquête. Le lendemain, j'ai fait un web journal là-dessus sur les laboratoires biologiques alors que l'histoire sortait. Et paf, encore une fois, le deuxième, Tristan Péloquin, le même chasseur de complotistes qui tombe sur mon cas en disant propagande russe relayée au Québec. Là, j'étais devenu un agent du Kremlin tout d'un coup. Là. Et donc,
Il disait même, regardez ici, la façon dont ils reçoivent et adaptent les discours du Kremlin reste cependant nébuleuse aux yeux de bon nombre d'experts consultés par la presse. La façon dont ils reçoivent, il n'y a même pas de doute, là. Je reçois de la propagande du Kremlin. Il n'y a aucun doute, là. C'est pas, est-ce qu'ils, peut-être ont-ils ou, non. La façon dont on ne sait pas comment ils reçoivent. Ils reçoivent de la propagande du Kremlin. Premièrement, c'est on ne sait même pas si c'est sur la base de quoi tu dis que c'est de la propagande. Il n'y a eu aucune enquête pour invalider telle chose. Tu sais, il n'y a eu aucune enquête pour savoir si c'était vrai ou non. Fait que, premièrement, c'est comme, comment sais-tu que c'est de la propagande? Puis après ça, on ne sait pas comment ils reçoivent la propagande. Donc, je reçois de la propagande. Mais ils ne savent pas comment. Si tu ne sais pas comment je la reçois, comment peux-tu savoir que je la reçois, crise d'imbécile? Imagine les raccourcis intellectuels de ce gars-là. Là. J'ai demandé une excuse à la presse cette semaine. J'ai écrit à la presse en disant blablabla, Tristan Péloquin, nanana. J'ai demandé poliment des excuses ou un correctif au journal La Presse pour cet article odieux qui a été écrit sur mon compte où on me présente comme un agent du Kremlin. C'est complètement ridicule. Et donc, en tout cas, c'est ça. Et c'est ça. L'article disait aussi qu'on amplifie la désinformation russe, etc. Regardez ça ici, ça c'est moi, là. Des laboratoires américains de guerre biologique en Ukraine. Alexis Cossette-Trudel. Le lendemain, le nombre de recherches concernant Biolab, blablabla, Alexis Cossette-Trudel avancé, selon qui le gouvernement mondialiste cherchait à provoquer une guerre mondiale. C'est les bonnes années où est-ce que je me faisais rentrer dedans par les médias sans rien, sur la base de quoi. Voilà. Et donc, fuck off, Tristan Péloquin. J'espère que tu vas avoir le professionnalisme d'émettre, à défaut des excuses, d'émettre au minimum un correctif. Parce que j'ai pas poursuivi, hein. J'aurais pu poursuivre... c'est complètement diffamatoire, ça. On ne sait pas comment ils reçoivent la désinformation russe, la propagande du Kremlin. Je reçois de la propagande du Kremlin. Imagine à quel point ça aurait été facile en cours de l'écraser. As-tu une preuve que je reçois de la... Montre-moi. Ils disent qu'ils ne savent pas comment. Mais, as-tu une preuve que je reçois de la propagande russe? La réponse, c'est non, il n'est pas capable. Puis j'aurais pu peut-être prendre ma retraite. Imaginez si j'avais poursuivi pour 2 millions. Là. Et donc, alors que dans le Web Journal, on expliquait quand même un certain nombre de choses. Il y avait, les laboratoires en Géorgie, il y avait eu des cas de mort et d'éruption de virus. Je me rappelle plus c'est quel virus, là. C'est peut-être pas l'Ebola, mais Anipa ou je sais pas trop quoi. En Géorgie, Inside the Georgian Lab accused of testing biological weapons. On montrait tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait pas juste, on montrait pas juste les sources russes. Il y avait Victoria Nuland qui l'avait admis. Lorsque Marco Rubio, à l'époque, l'avait questionné sur les laboratoires biologiques, elle avait admis finalement qu'il y en avait des laboratoires biologiques en Ukraine. Il y a le site qu'on avait montré dans le Web Journal, vous me voyez ici, là. On avait montré le site de l'ambassade américaine en Ukraine qui disait qu'il y avait des laboratoires biologiques pour des pathogènes dangereux, etc., etc. On avait montré aussi le Biosurveillance Network of the Silk Road. On avait montré, en tout cas, plusieurs sources. C'est-à-dire que c'était pas... nos sources, c'est ce qu'on montre dans les web journaux. On n'a pas de sources. Ce qu'on montre, c'est ça, nos sources. On fait la recherche, puis après ça, on montre ça, mais c'est pas le Kremlin qui nous a envoyé le site de l'ambassade américaine à Kiev, là. Voilà. Et donc, ça, finalement, c'est ça, ça a été rendu public et... ils ont essayé, comme le dit ici Rand Paul, et le dit l'article de Real Clear Politics, ils ont menacé tous ceux qui essayaient de parler de gain de fonction et ils ont fait la même chose avec les laboratoires en Ukraine. Il y a aussi sur X, il y a Clandestine qui avait aussi été fort sur cette histoire de laboratoire biologique et ils lui sont rentrés dedans lui aussi parce que c'est le petit secret de l'État profond. Les laboratoires de guerre biologique avec des virus à ADN. Rappelez-vous ce qu'a dit RFK là-dessus. Il a mentionné, j'avais montré le clip, il parlait de développement de virus ADN. C'est pas juste des virus, c'est des virus qui ciblent, par exemple, les Slaves, pas les Ukrainiens, là, mais il y a des Ukrainiens qui ont du sang slave, là, mais genre des virus qui peuvent cibler juste les Chinois ou juste les Afro-Américains ou juste les Canadiens français, etc., etc.
C'était ça l'enjeu de la recherche pour le programme militaire. Et tout ça a été arrêté. Par qui? Ici, on a parlé aussi de l'implication du Canada dans le programme de guerre biologique chinoise. On en a parlé à plusieurs reprises par Trudeau qui a envoyé des pathogènes, qui a laissé les pathogènes du laboratoire de Winnipeg P4 se rendre dans les programmes militaires de l'armée chinoise, etc., etc. On n'est pas assez près quand même. Tu sais, en termes de Troisième Guerre mondiale, là, on n'est pas assez près. Et je pense que les personnes qui ont travaillé derrière ça, c'est tous nous qui avons travaillé sur les réseaux sociaux pour faire sortir la nouvelle, qui avons retweeté, mais aussi l'administration Trump en haut. C'est-à-dire par en dessous, c'est la base, c'est les soldats digitaux, mais au-dessus, il faut aussi reconnaître le travail de l'administration Trump. Puis on est alliance civile-militaire, comme on dit. Hein. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je pense qu'on peut conclure avec ça. Timing incroyable sur... c'est un showman. Un timing incroyable sur la fête de Trump, l'accord de paix avec l'Iran, le UFC, le 250e jour du drapeau, 250e anniversaire des États-Unis. Donc on tourne la page sur la séquence guerre avec l'Iran, qui n'était pas vraiment une guerre. Hein. Et là, on peut se concentrer sur les midterms et sur le patriotisme, etc., etc. Merci, Benny Fight. Merci. Et donc, donc c'est ça, encore une fois, les Black Pill qui disaient que Trump venait de perdre les midterms, etc. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce qu'il va mettre en branle pour arriver aux midterms. Rappelez-vous juste la campagne de 2024. Hein? Toutes les... C'est un showman. Il maîtrise totalement, non seulement l'art du deal, mais la façon de préparer et présenter les événements et la façon aussi qu'il a de créer du lien social avec le peuple américain va garantir son succès aux midterms. Parce qu'il va pouvoir dire en plus, je suis le seul qui a fait de la paix avec l'Iran, j'ai réglé le problème du Venezuela, j'ai réglé le problème de Cuba. Imaginez quand il va, là ça s'en vient Cuba, là. Quand il va régler Cuba, là, qu'est-ce que ça va faire aux États-Unis? Comment les gens vont le percevoir? Trump est celui qui règle des problèmes générationnels. Il règle un siècle de problèmes au Moyen-Orient, il règle 60 ans de problèmes avec Cuba, il règle et l'économie va monter, etc., etc. Voilà. OK? Trump est un winner, c'est ça. Et l'erreur de la dissidence européenne, c'est toujours de le sous-estimer, de penser qu'il est dans les câbles, de n'avoir aucune imagination. Voilà. Et donc, merci à ceux qui nous soutiennent, ceux qui permettent de continuer à faire des web journaux de Radio-Québec, d'expliquer les choses comme elles sont, parce que vous n'avez pas cette version-là nulle part ailleurs. C'est de l'information unique. C'est de l'information pas juste originale, mais complètement hors du commun. C'est de l'information quantique, que ce soit sur les opérations militaires ou sur la totalité des sujets. On a toujours une perspective super intelligente, puis ça, on est capable de vous donner ça gratuitement à cause des gens qui nous soutiennent. Le 1% qui nous soutient, c'est même pas 1%, là, je dis 1% juste pour arrondir, qui nous permettent de continuer de semaine en semaine à faire des web journaux, qui pensent à nous, qui pensent à... C'est gratuit à cause de ces gens-là qui font ça, en plus de ça, de façon anonyme. Ça décuple le mérite. Si ton nom est... Ouais, c'est correct, mais si tu fais ça de façon anonyme, c'est encore... Et donc, il y a différentes façons de nous aider ici par la poste. Si vous nous envoyez des chèques en euros, c'est au nom d'Alexis Cossette-Trudel, mais toutes les autres, c'est Radio-Québec, c'est au nom de la compagnie. On l'a déjà expliqué, il y a un PayPal et Transfert Interact. Juste nous soutenir. On aimerait pouvoir se rendre jusqu'aux midterms, pouvoir pavaner, dire qu'on, vous voyez, tous ceux qui disaient que les midterms allaient être perdus par Trump, eh bien, le multivers de l'information, hein. On voudrait juste pouvoir au moins mettre ça dans la gueule de combien de dizaines de trolls sont venus me narguer sur X. Vous pouvez me suivre ici sur X.
sont venus me narguer en disant que Trump vient de perdre les midterms. Ils ont toujours tort. Et j'avais aussi le clip où est-ce que j'expliquais il y a un an, en juin 2025, j'expliquais qu'il n'allait pas avoir de changement de régime. Est-ce que je le mets ou je le mets pas? Je sais que je l'ai déjà mis plusieurs fois, là. Je devrais le remettre juste sur Telegram ou parce que vous allez être fatigué. On l'a expliqué il y a un an qu'il n'allait pas avoir de changement de régime, qu'il n'allait pas avoir de troupes au sol, qu'il n'allait pas avoir de Troisième Guerre mondiale, etc., etc. Et donc, on peut... Je veux dire, je veux pas être méchant, c'est littéralement une perte de temps que d'écouter les gens qui vont vous raconter des âneries sur ce que Trump fait, alors que vous pouvez avoir l'essentiel de l'information, une information super pertinente et concise dans un web journal par semaine, des fois 2, en écoutant Radio-Québec. Voilà, ça sauve du temps, ça sauve le moral, ça sauve, c'est comme, OK? Oui, mais là... Montre-nous. Ben, c'est ça. C'est le clip où est-ce que j'explique. C'était juin 2025. C'est lors de l'opération Midnight Hammer. J'ai dit il va y avoir, ils vont remplacer quelques têtes grises. Il n'y aura pas de changement de régime, pas de troupes au sol, etc. Je le mets une dernière fois parce que je sais que vous allez me détester. Puis ce changement de mentalité va se produire avec l'Iran. Il va y avoir un changement. Il va certainement y avoir un changement de direction sans changement de régime. Je pense. En tout cas, ce ne sera pas un changement de régime dans le genre on bombarde et puis là, on renverse le gouvernement parce que il n'y a aucun changement de régime qui se fait comme ça. Jamais nulle part. Tout le monde le sait. Les spécialistes en stratégie militaire savent que pour un changement de régime, ça prend les troupes au sol. Ce qu'ils n'ont pas en Iran, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une guerre aérienne et l'Iran est préparé à ça. Mais l'Iran a probablement consenti à des changements comme l'Arabie Saoudite et le fait que le régime soit décapité va permettre de mettre en place, peut-être remplacer, comme Ben Salman, là, remplacer des vieilles têtes blanches conservatrices par du nouveau sang un peu plus progressiste. C'est ce que je pense. Okay? Il va y avoir un accord régional, comme le dit Trump dans son tweet d'aujourd'hui. Il dit... Ça, c'est le clone numéro 26. Là. J'étais beaucoup plus mince, on dirait, à l'époque. Et puis, mais c'est ça. Tout ça pour dire que pas de changement de régime, pas de Troisième Guerre mondiale. On change un peu le leadership et il va y avoir un accord régional qui va plaire à tout le monde. Voilà. C'est tout ça. Et c'est le 15 juin. C'est jour pour jour. Jour pour jour, j'expliquais exactement ce qui allait se passer. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et les gens qui disent « Non, Alexis, il ment toujours. » OK. J'ai 17 clones, oui. L'autre, le clone, l'Alexis original est en train de boire, il est avec, comme dans un jacuzzi avec 2-3 filles, là, en train de boire des martinis, et puis moi, je suis comme le clone de service qui est obligé de remplacer pour lui, là. C'est comme... Il y a des clones, si vous le voyez, hein, vous pouvez regarder les personnalités, il y a des clones qui sont un petit peu plus sérieux, il y a des clones qui sont fatigués, il y a des clones qui sont comme qui ont un petit peu plus d'humour. Je vais devoir aller rapporter, là. Il va me dire, comment ça s'est passé le web journal? Je dis, c'est correct. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Et rappelez-vous, c'est ça, le truc, c'est fight, fight, fight. OK? C'est fight, fight, fight. Trump qui insuffle au peuple américain la volonté de se tenir debout, comme lors de la tentative d'assassinat. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Il énergise son peuple et recrée du lien social. Voilà ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec.